Hello, super contente de vous retrouver sur Sauce Digital pour un épisode un peu différent aujourd'hui puisque je reçois 2 personnes. On va se pencher sur le sujet des applications mobiles. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps puisque le mobile est un format à la fois intéressant et qui peut être un vrai challenge parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais ça reste un pilier du digital et une des tendances de cette année d'ailleurs en marketing. Donc je pense que c'est incontournable quand on sait que près de 75% des personnes entre 19 et 35 ans consomment la plupart de leur contenu sur un smartphone. Sans plus attendre, je passe le mic à Kelly et Karl, Double K, fondateurs de l'application Zavoka. Hello! Salut! Bonjour! Donc, comme je disais en introduction, super contente de vous recevoir au studio, puisque en plus vous n'êtes pas basé en Guadeloupe. Donc, on a vraiment eu la chance de se croiser au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter ? Oui, avec plaisir. Nous aussi, donc super contents d'être là, de découvrir la Guadeloupe. On était en Martinique juste avant dans la famille de Karl. Et en fait, nous, à la base, on vit à Bordeaux. On vient pas de Bordeaux, on vit à Bordeaux. Et moi, je suis orthophoniste. Ok. Moi, je suis ingénieur aéronautique, donc l'ingénierie aéronautique, c'est mon activité principale. Et puis, du coup, avec Kelly, ma compagne, et puis Sophie, ma sœur, on est vraiment bien occupés avec notre petit projet Zavoka, petit grand projet, qui aborde en fait des sujets importants pour nous, surtout des sujets qui nous passionnent vraiment. Vraiment, on est passionnés par ce qu'on fait. Et donc, Ok, donc Zavoka, une application mobile. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer tous ensemble ? L'idée est née dans le jardin familial. Je pense que c'est ça qui a débuté l'aventure commune, puisque donc aventure familiale, et puis la passion, comme le disait Karl. En fait, dans le jardin, on a fait face à un problème et on a jeté une idée en l'air pour trouver une solution. L'idée, c'était l'application d'échange de fruits et légumes entre particuliers. Et cet échange, on l'a pensé pour la Caraïbe, et c'est vraiment une application qui permettrait de faire un troc différé des produits du jardin. D'accord. Donc l'idée était lancée. Après, l'application. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment parti de là-dessus. C'est-à-dire qu'on était dans le jardin et ma mère est arrivée avec l'idée ou l'envie de couper l'avocatier. Et donc, elle vient avec cette idée, je vais couper l'avocatier. L'avocatier, il a 70 ans, je l'ai toujours connu. C'est dur. Et donc, ça m'a fait passer en mode, ok, on n'a pas le choix, faut faire quelque chose. Et puis, avec cette idée, on est juste après, en post-Covid, on se dit, ok, il y a un mindset qui est post-Covid, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, side business, c'est une possibilité. Ok, allons voir ce qui se passe du côté side business et allons voir ce qu'on peut faire. D'accord, donc là on est en 2020 ? Tout à fait. Donc là, on est en août 2020. La petite histoire que je vous raconte, l'histoire de l'avocatier, c'est vraiment en août 2020. Et puis, on processe, on avance et on arrive à la société qu'on crée en 2021. Et puis on réfléchit, on part de l'idée en fait et on réfléchit à comment la mettre en place. C'est tout ce process-là qui prend à peu près une année déjà. D'accord. Et est-ce que vous diriez du coup que le Covid a accéléré les choses ? Par là, j'entends, est-ce que le besoin de se lancer est devenu un petit peu plus pressant ? En fait, je dirais pas que ça a accéléré, ça l'a rendu possible en fait. C'est l'idée, elle était là, mais on se disait que c'était peut-être pas pour nous. Le Covid il nous a dit ok, en fait, c'est pas que c'est pas pour nous. Les choses qu'on pense impossibles, peut-être que c'est possible de les réaliser. Donc c'est juste, on a changé un peu de vraiment de mindset. J'utilisais ce terme tout à l'heure, mais on a changé d'idée et vu que les habitudes avaient changé avec le Covid, ça a ouvert des portes dans nos esprits. C'est ça que ça a créé. D'accord, ça marche. Je vous pose la question parce que j'ai récemment participé à des ateliers sur le Future of Work et justement il y a un mec qui disait que la pandémie nous a fait gagner 7 ans sur les innovations technologiques. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Je pense d'ailleurs que je suis concernée puisque j'ai toujours voulu me lancer à plein temps et revenir en Guadeloupe. Mais on va dire que le Covid m'a donné un petit coup de pied aux fesses. Je me suis dit, c'est maintenant, c'est possible, c'est le moment, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. En fait, ça nous a fait gagner du temps parce qu'en effet, l'idée sans le Covid, peut-être qu'on l'aurait développée, mais 5 ans plus tard. Ouais, donc il y avait une notion d'urgence, quoi. Fallait le faire. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment. Ok. Du coup, maintenant que l'application est sortie, quels sont les premiers retours ? On a eu un très bel accueil déjà de l'idée, donc avant l'app. On avait un bel accueil de l'idée quand on faisait notre étude terrain, qu'on rencontrait les gens. Et puis maintenant que l'app est sortie, toujours un très bel accueil. Franchement, les gens sont conscients du pain. Enfin, ils étaient vraiment conscients de cette difficulté, ce gâchis alimentaire qui existait, mais n'avaient jamais pensé à une solution autre que l'échange avec l'entourage. Et donc, qui peut être limité d'ailleurs. Exactement. Donc, bon retour sur le concept. Bon retour sur l'application, mais tout de même des commentaires assez exigeants, très constructifs, mais exigeants par rapport aux fonctionnalités, aux diverses fonctionnalités de l'application. Ouais. Donc, il y a un gros développement derrière une application. Les gens n'en sont pas toujours conscients. Donc, ils nous donnent leurs commentaires comme si ça pouvait être changé rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça n'empêche que le retour est hyper constructif. On est complètement preneur de ça. Oui. Mais voilà, c'est exigeant. Et puis techniquement, faire ce SAV là, accompagner les gens, voir ce qui gêne, pour nous c'est passionnant déjà. C'est pour ça qu'on est sur ce side business là. C'est passionnant, c'est stressant aussi parce que on vient avoir du retour sur ce qu'on a fait, sur nos productions, mais c'est intense en fait. Et donc notre idée c'est de pouvoir intégrer tout en remettant pas en question les décisions qu'on a pu prendre en amont de notre projet. C'est-à-dire que on a établi une ligne avec notre idée, avec la solution qu'on a développée, et pour développer cette solution, on a été voir les gens, et donc maintenant, on essaye de pas avoir une remise en cause de chaque décision qu'on a prise en amont, mais on intègre. Ok, ça marche. Du coup, j'imagine que les améliorations, en tout cas que vous avez choisi d'intégrer, sont prévues dans les prochains mois. Mais est-ce que vous avez déjà mis en place des process pour traiter les demandes et les transformer en éléments actionnables ? Ouais, surtout, on a utilisé un produit qui existait, qui est développé, et qui dans la Caraïbe marche à fond, mais on a utilisé le WhatsApp, et donc on a créé une communauté, un groupe d'utilisateurs, et dans lequel le but est d'échanger. Et donc sur cet échange, on vient recueillir de la donnée sur nos utilisateurs, et on vient utiliser leurs ressentis, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, pour qu'on puisse l'intégrer en suivant. Ok. Et pour transformer les feedbacks qu'on reçoit en tâches, pour transformer le feedback en travail, on a 2 outils en fait. Le fichier Excel qu'on partage avec les développeurs, donc ils suivent tous nos commentaires via ce fichier, et Asana où on fait une conversion en fait. Ça permet d'avoir un commentaire transformé en tâche directement. Oui. Donc c'est très facile pour l'équipe de l'utiliser. Donc, en fait, pour l'instant, le SAV se fait vraiment avec les développeurs au jour le jour. On est quasi quotidiennement en contact avec les développeurs. Ouais. Et donc pour l'instant, oui, on est plus sur un SAV correctif en fait. Dans le premier temps, par rapport à l'application, on vérifie ce qui ne fonctionne pas. On a défini des choses. Derrière, on va vérifier que ces choses fonctionnent. Et si ça fonctionne pas, on vient le corriger. Donc on est en itération avec les développeurs de cette manière-là. Mais il y avait quand même une mise à jour qu'on voulait mettre en V2 et qu'on va accélérer. On se rend compte qu'elle va être vraiment importante et très utile pour les utilisateurs. Donc on va l'intégrer très très rapidement là. D'accord. Je pense que c'est très smart d'avoir créé un système qui permet de communiquer avec les développeurs dès le départ. Juste avant, tu disais que les feedbacks pouvaient être un peu ambitieux. Et il y a un autre truc, c'est qu'on reçoit pas toujours le feedback sur le canal qu'on souhaite, en fait. C'est clair. En fait, je sais pas si ça vous arrive, mais le fait d'être actif sur les réseaux sociaux et tout, il y a plein de gens qui se lâchent en DM, et particulièrement avec les audios. Que j'adore parce que du coup c'est très expressif, on peut comprendre tellement de choses avec la voix de quelqu'un, il y a tellement de nuances en fait, c'est ça, mais c'est pas le truc le plus facile à retranscrire sur mon outil d'édition qui est Notion, tu vois. Quand je reçois ça, je me dis oh là là, va falloir que je me pose et que je l'écoute. Et du coup quand il s'agit de feedback,
Tu voudrais pouvoir copier-coller dans ton... Ouais. Après, tu me clair. diras, il y a sûrement un outil d'intelligence artificielle pour faire ça. Et du coup, il y a un côté où t'es content d'avoir eu du feedback, mais t'aurais bien aimé que ce soit sur ton CRM direct. Dans ton formulaire que t'as mis sur ton site bien rangé où il y a écrit « Donnez-moi votre feedback », tu vois. Mais oui, donc par rapport à ce que je disais, et je trouve ça super intelligent d'avoir utilisé WhatsApp parce que c'est imaginer un processus de transmission de l'information qui prend en compte des outils que les gens connaissent déjà. Ouais. Et c'est l'une des premières difficultés pour récolter du feedback. Mais en même temps, vous n'avez pas imposé ce système à vos développeurs. Non. Vous avez trouvé en parallèle un autre système qui correspond plus à la gestion de tâches pour faire en sorte qu'ils puissent être en autonomie et agir sur les feedbacks. Oui. Donc c'est très intéressant. Oui, et puis nous, notre idée, c'est vraiment d'être proche des gens, parce que on souhaite notre application proche des gens, et si on veut faire ça, on peut pas mettre en prise directe les gens avec ceux qui développent. Donc nous, notre service, il correspond à la transformation justement de ce que font les gens, ce que pensent les gens, du besoin des gens dans une solution technique. Et donc c'est ça qu'on vient faire, et c'est ça qu'on transforme pour justement ne jamais perdre ce but initial qui est la proximité et la facilité de l'application. Du coup, quels sont vos rôles respectifs dans le projet Zavoka ? Alors, c'est en train de se structurer, mais au début, on n'avait pas de rôle, en fait. D'accord. Pas de rôle respectif. C'est-à-dire qu'on a des profils très complémentaires tous les trois, et on travaillait en fonction du temps de chacun et des affinités avec la tâche. Mais ça s'accélère. Très clairement. Tant mieux. On est clairement en train de structurer les choses et c'est beaucoup plus défini. Kelly, elle s'occupe de la partie réseau, et de la partie communication. Donc ça, c'est Kelly qui gère ça, Kelly qui gère ça. Ouais. Sophie, elle gère l'ancrage aux valeurs et à la Martinique. Aussi, elle gère la gestion des ressources, notamment au niveau du réseau. Et puis moi, je m'occupe plus de la partie chiffres, techniques et analyse, en fait. Ok. Mais il y a quand même une vision commune où vous échangez tous les trois sur les grandes lignes de l'application et vous concevez en fait la stratégie ensemble. Exactement. En fait, on a vraiment des discussions régulières. Donc moi, par exemple, nos discussions me permettent de garder à l'idée le ton que je vais utiliser dans les communications. Ça me permet, je connais bien notre charte graphique, donc j'ai ma ligne de conduite. Ouais. Et après, pour les décisions majeures, quand je publie quelque chose de plus fin, on va dire, alors là, à nouveau, discussion tous les trois. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On a une base commune et puis des discussions s'y ajoutent. Ok, ouais, donc vous avez trouvé l'équilibre parfait entre le travail collaboratif et l'autonomie, en gros. Oui, je trouve que c'est le cas. Franchement, on a délégué le développement de l'application, ça complètement, mais pour ce qui est vraiment de notre solution de fonctionnement interne, c'est équilibré, ouais. Oui, et justement, quand tu parles de déléguer l'application, est-ce que tu parles du développement, du site internet ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Et les deux ? Ouais, les deux, on a vraiment décidé de partir sur le site internet, sur quelque chose de standard, mais délégué, pour avoir quelque chose de qualitatif, de propre, parce qu'on sait que c'est une landing page qui est importante pour nous. Quand on développe une application, on atterrit dans l'application par cette page internet, donc c'était important que ça soit qualitatif. Mais surtout, on a fait un choix de natif pour l'application. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur un dev WordPress sur les mobiles, ce qui aurait été possible, ce qui aurait eu un coût moins important. Mais... Attends, excuse-moi, mais quand tu dis dev WordPress, je comprends pas. Sur mobile. En fait, tu peux développer une application mobile en utilisant WordPress. C'est-à-dire que tu génères un WordPress. Tu sais, quand tu génères un WordPress sur ton site, tu peux lui dire, OK, ce site, il sera affiché sur un mobile. Oui. Et donc, tu as l'illusion que sur ton mobile, tu as une application. Tu cliques sur des liens, ça t'envoie sur des endroits. OK, donc c'est une application qui est hébergée, mais en soi, c'est un site mobile. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Et donc, c'est ça. On nous a fait cette proposition. Voilà. Et ça pour nous, pas existait. Ça pour nous, c'était une possibilité
mais c'était pas notre besoin. C'est pas ce qu'on cherchait à faire. Tu as des sites, des applications. Il y en a de moins en moins parce que J'aurais bien aimé avoir un petit exemple. Parce que, en fait, dans ma tête, c'est super flagrant. Oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins parce que ça se voit de plus en plus. Quand tu consultes l'application, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu déroules, déjà ça lag. Voilà, ça lag, tu te balades pas là où tu voudrais aller, l'expérience utilisateur est vraiment pas excellente. Ouais. Tu as ton résultat, c'est-à-dire que tu sais, tu as le produit final, tu sais, tu fais ce que tu veux faire, tu peux acheter quelque chose, mais t'as l'impression que c'est pas qualitatif. T'as l'impression que c'est pas ce que tu cherches. Alors que le natif, c'est différent. Le natif, tu sens que c'est un produit qui est fini. Et ça, c'était vraiment un sentiment qu'on voulait laisser auprès des utilisateurs. Nous, on a fait le choix de déléguer et pas d'apprendre. Notre temps, on l'a concentré à autre chose, en fait. Ok, ça marche. Ouais, parce que ma prochaine question, c'était, il y en a aucun de vous qui s'est dit, je vais essayer de devenir développeur en un mois? Si, moi, clairement. Ça je suis pas étonnée, je sais pas pourquoi. Parce que t'as la fibre un petit peu technique de la team au final, donc je me suis dit ça colle. Mais non. On est parti sur du natif. En fait, que ce soit ça ou le site web, on a délégué. Vraiment, c'est aussi ça l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est se dire, ok, je vais aller voir où sont mes limites, je vais m'en approcher, mais je vais pas les dépasser parce que sinon je vais me cramer. Donc le développement, pour moi, c'était pas quelque chose vers lequel je voulais passer une année à apprendre comment développer. Ok, oui, c'est vrai que moi j'étais très très optimiste. Quoique il y a des formations qui, quand tu lis, on dirait tu peux, mais je doute fortement. Non. Mais du coup, donc ce site internet et cette application que vous avez choisi de déléguer parce que c'était, je pense qu'on peut dire que c'est des... En fait, je trouve que c'est des contenus, mais je trouve que c'est réducteur de dire que c'est un contenu en même temps. Parce qu'il y a un aspect technique qui est tellement important, mais vous me direz, le montage d'une vidéo ou d'un podcast, c'est pas toujours facile. Donc, quand vous deviez chercher ces experts, ou ces expertes, vous avez cherché tout seul. Comment vous avez fait ? Alors, nous, ce qu'on fait quand on fait ces recherches-là, nous, on se positionne souvent en apprenant. C'est-à-dire que on a un objectif, on a un besoin, et avec ce besoin, on réfléchit à quelles sont les solutions qui existent, qui nous sont proposées. Du coup, on a été voir des prestataires plus ou moins proches de nous. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous ont été conseillés, et puis on a simplement été sur Google. On a fait 2 ou 3 visios avec des gens qu'on avait contactés par Google. On a vu les devis, et puis ensuite, on a dit ok, on a choisi un des devis dans les propositions qu'on a reçues, quoi. On avait envie d'avoir un bon feeling, en fait. Donc, on a pas mal c'est un long projet. Ouais, c'est ça. On le sentait bien que ça allait être un long projet, on allait y mettre notre cœur et il fallait que ça soit compris. Oui. Et ça a été un gros critère dans nos recherches. D'accord. C'est important de le dire. Oui. Mais l'aspect technique, c'était la base. C'est ça. Mais il y avait quand même ce besoin que ce soit quelqu'un en qui vous ayez confiance. Est-ce que la localisation était importante ? Est-ce que vous vouliez quelqu'un de proche ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas le cas d'ailleurs. En revanche, on avait besoin d'un partage de valeur. D'une réactivité et d'un partage de valeur. D'accord. Il fallait une équipe qui soit présente, qu'on sente impliquée dans le projet, qui comprenne ce qu'on avait envie de mettre en avant, mais pas forcément à côté de nous. Ouais, je vous pose ces questions parce que, comme vous le savez, le but de Sauce Digital, c'est aussi d'apporter des éléments de réponse sur ces sujets. Donc, des entrepreneurs qui cherchent à recruter ou s'associer à des prestats. Donc, quand j'ai besoin d'une compétence que j'ai pas, comment je fais, en fait, pour la trouver? Et dans les faits, ça commence souvent comme ce que vous avez décrit. Du coup, chers prestataires qui nous écoutez, si vous voulez être visible, faites en sorte de soigner votre référencement sur Google et d'avoir un entourage qui vous recommande. Parce que c'est aussi important, je me dis.
Ouais, et aussi ce que vous avez fait avant, c'est-à-dire que il faut qu'on ait des exemples. Il s'agit que si on fait une commande de vidéo, il faut qu'on voit des vidéos avant. Il faut qu'on voit ce qui a déjà été produit par la personne qui nous fait la vidéo, parce que en fait, c'est si la vidéo nous plaît, on peut imaginer l'idée de travailler ensemble. Donc on se projette en fait. C'est ça l'idée. C'est ça. Et du coup, pour nos auditeurs et auditrices, ça s'appelle l'advocacy ou marketing client. C'est l'art et la manière d'utiliser les productions qu'on a réalisées pour convertir de nouveaux clients. C'est un cercle vertueux qui permet d'engager ses clients actuels et de garantir leur fidélité. Donc voilà, s'il y a un expert ou une experte en relations clients qui nous écoute, viens nous parler STP parce qu'on a tous besoin de toi, je pense. Ouais, et vraiment, quand on le met en œuvre, ça fonctionne. C'est exactement ça, et ça commence par une démarche que vous avez très bien réalisée, qui est se rapprocher de ses utilisateurs dès le départ. Plus on connaît sa cible, mieux c'est. Ouais, puis il faut vraiment rester humble par rapport à ses compétences. C'est-à-dire que moi, je sais qu'une seule chose, c'est que je sais rien. J'adore. Donc, non mais vraiment, je connais mon besoin, je peux clairement l'énoncer. Ça c'est vraiment ce que je maîtrise. Après derrière, ce qu'on fait avec et comment on le transforme, j'attends des propositions, j'attends des gens dont c'est la compétence pour amener des solutions. Je trouve que c'est très clair la façon dont tu en parles, parce que en tant que prospect ou client, ça peut être difficile de poser la limite sur ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit fournir aux prestataires. Et le fait que tu dises je sais comment énoncer mon besoin, je pense qu'il s'agit vraiment de ça en fait. Ça, c'est l'aspect technique que Karl amène. Ouais. Vraiment. Enfin, ça, j'apprends en observant ça, moi. Vraiment, ça simplifie les échanges. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est arrivé avec les développeurs à utiliser les outils dont on parlait, Excel et Asana. Ouais. Parce qu'en fait, au début, on a utilisé WhatsApp avec eux aussi. Puis on s'est rendu compte donc vous êtes quand même passé par là. Ouais. Oui, on est passé par là. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, comme tu le disais, c'était difficile pour nous de recevoir les commentaires par là. Donc, on s'est adapté et on a changé ça. Ouais. On a adapté notre commentaire aux développeurs. Et c'est Karl qui amène cette clarté dans les échanges. Donc, ouais, c'est important, mais c'est vrai que c'est un atout. C'est fou, hein, comme tous les jobs techniques, ils ont une ligne directrice comme ça. Mais tu me diras, est-ce que celle des créatifs, c'est pas d'être un peu dans tous les sens ? Je pose ça là, voilà. Je pose ce truc-là. Donc, je reprends du coup par rapport au fil conducteur des questions. Comment vous vous êtes formé aux compétences nécessaires pour lancer une application hors développement ? Des formations en ligne. Ouais. Des contenus. Yes. Les podcasts, le tien, entre autres, c'est comme ça qu'on t'a découvert. C'est vraiment les podcasts, un contenu qu'on adore. Donc voilà, énormément encore un point de pour le référencement. Oui. Voilà. Donc ouais, les discussions entre nous aussi, et forcément, comme je le disais, nos compétences et nos connaissances. Ouais. Et puis clairement ce contenu. Hein. Ouais. Et puis sur les podcasts, enfin vraiment, c'est l'idée qu'on peut accéder à une réponse très pointue. C'est vrai. Et donc après, ça peut être difficile d'accès avec les termes, mais en fait, pour nous, et quand on a un terme difficile, on a le temps, on va le chercher sur Google. Et on voit ce que ça veut dire. Et puis, comme disait Kelly, nos expériences respectives nous ont aussi été d'une grande aide pour y arriver. Okay. Et dans les contenus, j'ajoute aussi quand même Instagram et TikTok, où il y a des contenus de qualité, vraiment, qui permettent d'accéder rapidement et de démarrer assez aisément. Je suis entièrement d'accord, plus particulièrement sur TikTok où la notion de communauté est beaucoup plus aboutie que sur Instagram. Donc la pertinence des recommandations quand on interagit avec un créateur, je trouve que c'est vraiment pépite parce que les autres personnes recommandées sont très pertinentes. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Instagram. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui met plus de temps à se concrétiser. Et en parlant de digital, de méthode et tout, quel est votre top 5 des meilleurs outils du quotidien ? Du coup, moi qui m'occupe un peu des contenus, Canva. Yes. Clairement, très bel outil que je découvre toujours un peu plus. T'as la version payante ou pas ? Oui. Ah, ok. Ça va. Oui. Je ne sais pas à quel point on va la conserver, mais oui, je pense vraiment il y a une plus-value, je trouve.
Mais c'est marrant en fait que tu parles de Canva parce que c'est quelque chose qui était tellement décrié quand c'est sorti. Et je me souviens du terme designer Canva. Ah oui. Et à Ça, quel point péjoratif. c'était péjoratif, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en soi, c'est une femme qui a créé Canva. Son idée a été refusée des centaines de fois. Et aujourd'hui, c'est un incontournable. Et en fait, toutes les raisons pour lesquelles on critiquait Canva à l'époque font son succès aujourd'hui, qui est la simplicité d'utilisation et donc d'action à réaliser. Et le fait que, tu veux faire de grands designs avec des retouches photos hyper abouties. Non, Canva ne vaut pas Photoshop. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même un outil qui a sa place par rapport à sa facilité d'utilisation. Personne va me dire que Adobe Photoshop, c'est facile à apprendre. Et c'est l'une des barrières pour accéder à cet outil. C'est ça. Et aussi le tarif, on va pas se mentir, 50 € par mois, c'est quand même différent de ce que propose Canva. C'est clair. Donc, en se positionnant sur, au final, des éléments qui étaient critiques, ils ont réussi à trouver leur audience, qui est tous ces gens qui font de la création graphique, mais qui n'ont aucune formation. Et donc, ils ont quand même besoin d'être cadrés. Faut pas que tu puisses faire trop de choses. Exactement. Et c'est très difficile à manifester de façon tangible. Désolée, je pars en live sur Canva, mais c'est vraiment une histoire que je trouve fascinante. C'est hyper inspirant, en fait, en plus, comme histoire. Oui, grave. Donc, tu vois, quand tu m'as dit, je sais pas combien de temps on va l'utiliser, c'est vrai que si un jour vous avez envie de faire du motion design, Canva, c'est pas ouf. Mais pour prévoir des posts sur les réseaux sociaux, faire des visuels sympas pour des articles de blog, c'est la bombe. Et puis la bibliothèque de templates aussi. Ouais, complètement. Je te laisse continuer. Oui, les autres outils, du coup, Google Agenda. Un classique, mais moi je le trouve très très utile. Asana, comme je disais, on l'utilise pour les tâches et la gestion des projets en équipe. Et puis WhatsApp. Yes, évidemment, WhatsApp. Et puis, on a hésité entre Asana et Notion, où on cherche. Donc ça, c'est une hésitation. Peut-être que j'ai été mon aspect un peu cartésien nous a fait pencher vers Asana, alors que Notion c'est quelque chose de plus créatif. C'est dense, Notion. On peut s'y perdre. Qui a fait notre premier choix, mais c'est pas irréversible. Moi, j'utilise les deux. Ouais, c'est une possibilité pour nous aussi. L'aspect collaboratif et clair d'Asana, je trouve, qui est très utile, que ce soit pour la création de contenu ou pour faire remonter des feedbacks dans le cadre d'une application ou d'un site, Ouais, c'est sûr. Ouais. Et Notion, plus comme ce qui va me permettre de documenter ce qui se passe dans l'entreprise, parce que c'est par là que ça a commencé. J'étais sur la version gratuite de Notion, il n'y a pas beaucoup de pages là. Après, l'outil a commencé à me menacer parce qu'il y en avait trop. Donc, je suis passée sur la version payante, mais à la base, c'était noter ma ligne éditoriale, mon calendrier, ce que je voulais faire avec ce digital, comment j'interagis avec les invités. Donc, de la documentation qui servirait de repère à des gens qui par la suite sera amené à la consulter. Donc, dans le cadre du podcast, les invités, ou de mon entreprise, mes collaborateurs, les prestats. Complètement. Ouais. Et ensuite, sur les outils, on cherche encore une solution efficace pour stocker nos contenus vidéo, photos, parce qu'on en génère. Et donc, on en génère vraiment beaucoup. Et donc, ça, si tu as un conseil, on est preneur parce qu'on est en recherche là-dessus. On voit, on imagine des choses, mais on n'a pas de solution figée en ce moment, quoi. Il y a Slack ou Discord. Ça permet de garder l'aspect conversationnel de WhatsApp que vous avez cité. Et c'est des plateformes qui ont plus de fonctionnalités au niveau du stockage des données. Ouais, à creuser. Surtout que Slack est compatible à Asana. On peut jouer avec ensemble. Et les fichiers hébergés sont aussi hébergés sur Slack. Ouais, tout à fait. Avec une fonctionnalité de recherche qui est très intéressante, qui permet vraiment de rechercher des fichiers plutôt vieux. Donc, je trouve que c'est cool. Et c'est un outil qui a un énorme passif sur le web, un peu comme WordPress. Donc, il y a une grande communauté d'utilisateurs, 1000 automatisations et connexions avec d'autres outils possibles comme Google Agenda, WordPress et tout le bordel. Donc, par exemple, sur Slack, moi, de mon côté, je reçois une notification quand les articles écrits pour mes clients sont publiés. Comme ça, j'ai un historique de la date à laquelle l'article a été publié et dans mes analyses SEO, je peux dire chez moi, un article SEO, il prend 1 mois, 2 mois, 3 mois à convertir sur une entreprise de telle taille, de tel secteur. Donc, on en revient à l'advocacy, pouvoir présenter des preuves de son travail qui parlent à ses prospects.
simplement. Prochaine question sur le profil de vos clients. Elles sont plutôt en Guadeloupe, en Martinique, sur d'autres îles, en France, à l'étranger, partout il y a des avocatiers. Bon, c'est une idée qui est née en Martinique. Ça a été vraiment une app pensée pour les Martiniquais. Mais elle est clairement... Non, mais elle est directement liée aux Guadeloupéens. D'accord. Non, en fait, les valeurs de partage, on s'est très vite rendu compte qu'elles étaient vraiment présentes dans toute la Caraïbe. Le partage des jardins et l'échange, cette notion de ce qu'on a, on le donne à l'autre et inversement, présent dans toute la Caraïbe. Ouais, et c'est clair que avec cette vision-là, on pense aux autres îles de la Caraïbe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va exister pour nous, mais aussi on pense à l'océan Indien et au Pacifique. On a déjà des retours très intéressants, enfin très encourageants pour des gens qui vivent dans l'Hexagone. Ça sera peut-être une possibilité, mais on n'a pas voulu on a plutôt voulu concentrer le cœur du projet sur les Antilles, sur la Caraïbe. Et en fait, on voulait pas disperser notre énergie. Dans un précédent podcast, j'ai entendu le rapport de 1 à 50 par rapport aux anglophones et puis aux francophones. C'est vraiment ça. On a l'idée d'aller vers... Tu peux développer un petit peu le concept pour ceux qui connaissent pas? On sait que si on vise avec les mêmes idées la Caraïbe anglophone, on va aller chercher des gens qui ont les mêmes problématiques, parce que les jardins, comme disait Kelly, les jardins c'est de l'abondance et c'est des terres qui donnent énormément. Donc effectivement, dans l'Hexagone, on nous a déjà fait quelques retours. Les gens nous disent, moi je pourrais échanger mes noix, mes pommes. Alors oui, complètement. D'ailleurs, l'app, en fait, est ouverte à tous, à tout le monde. Donc, dans l'absolu, c'est possible. Mais effectivement, on a voulu vraiment se concentrer sur là où est née l'idée et là où il n'y a pas de saisonnalité. On peut, aux Antilles, échanger des choses dans les jardins toute l'année. Toute l'année, ouais. Donc, ça avait beaucoup de sens. Ouais, mais l'Hexagone, ça rentre quand même en compte, parce que on veut aussi toucher la diaspora. La diaspora, en fait, quand elle va rentrer, elle va utiliser l'application sur place, et donc on veut créer une attente, une envie de fruits et légumes qu'on va déguster dès qu'on sera arrivé. Donc en fait, toute cette diaspora qui rentre au pays, il y a aussi une idée de Madeleine de Proust, de vraiment d'aller de se dire, ok, je rentre au pays. Je vais utiliser Zaboka pour consommer tous les fruits et légumes que je peux consommer pendant le temps où je serai rentré. Donc vraiment, c'est un persona qui nous intéresse. Ils connaissent les fruits et légumes et donc ils sont clairement identifiés dans notre cible. Ok. Super. Et je pense que ça a aussi un rapport avec vous, étant des personnes qui habitent dans l'Hexagone et qui ont lancé un produit aux Antilles. Je pense que vous avez d'autant plus de légitimité pour vous adresser à ces personnes. Ouais, clairement, on ressent les mêmes choses qu'eux aussi, quoi. Quand on voit les produits, on est touché par ça. Ouais, j'ai capté que quand tu disais, on imagine ce qu'on va manger, et en arrivant en Martinique, tu parlais de toi, en fait. Ah ouais, je me projette à table, des dachines, des fruits à pain, je me projette, je suis là, je suis présent. Ok. Pour vous, qu'est-ce qui fait le succès d'une application mobile ? La co-construction avec les utilisateurs. Vraiment, on en a parlé, pour moi, c'est clé. Ouais. Et puis, la résilience dans nos relations, c'est-à-dire que tout le temps, on confronte nos choix, on les ramène, on les priorise, on les ramène par rapport au réel et par rapport à nos vies, et vraiment, on regarde ce qui nous arrive et on compare, on relativise. Vraiment, c'est vraiment le terme, relativiser. Et ça marche particulièrement bien parce qu'en fait, notre app est proche des gens. On va de jardin en jardin, de maison en maison, finalement. C'est assez privé. Oui. Et peut-être que pour d'autres apps, ça peut être différent. Ça, c'est vrai que ce qu'on dit là, c'est propre à la nôtre. Je ne sais pas à quel point nos conseils marchent pour une autre app, dans le sens où ici, on va vraiment chez les gens. Je vois ce que tu veux dire, mais au risque de paraître un peu trop radical, je pense que sans cette co-construction, ce lien avec les utilisateurs,
ça ne marche pas en fait. Pour qu'une application fonctionne, il faut qu'elle ait de bons taux d'utilisation et donc que les utilisateurs se sentent entendus, considérés et respectés. Sinon, ils partageront pas leur avis et on s'en éloignera de plus en plus. Donc c'est aussi valable pour le contenu web, je trouve. Si on n'inclut pas dans sa démarche c'est sa cible, ses personas, ses utilisateurs, c'est très difficile de les garder engagés. Ou alors, autre proposition, tu fais un bad buzz, mais c'est pas exactement le même chemin. Ça ramène du monde, des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi, mais ça ramène du monde. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Par exemple, pour Zavoka, vous pouvez faire une vidéo où vous dites Goyave. Et là, vous avez tous les anti-Guyane contre vous. À Réunion aussi, je pense, même, ils viennent dans le bail. Tellement c'est choquant. Comment gérer quand on a beaucoup de retours, voire trop, des utilisateurs ? C'est vrai que ça, c'est une problématique. Comment gérer se détacher de l'affect ? Parce qu'en plus de la quantité, il y a vraiment cette nuance. Gérer l'affect. Pour moi, le plus difficile, c'est ça. C'est gérer notre création est critiquée. Je comprends trop. Et vraiment, là, c'est là que le travail est important. Le travail à 3 est important, en fait, parce que on n'est pas touché au même niveau. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres conseils à partager à celles et ceux qui veulent lancer une application ? Je dirais de bien s'entourer et de toujours revenir à ses valeurs, à sa ligne de base, en fait, pour ne pas perdre l'objectif. D'accord. Ouais, et puis, pour moi, c'est aussi toujours revenir au problème initial, à la problématique, au pain, en fait. Oui. Se souvenir de l'objectif premier. Qu'est-ce qui a généré l'application, vraiment le pain. D'accord. Quand on a échangé la première fois, vous avez insisté sur l'aspect collaboratif du projet et notamment le slowpreneuriat, qui est une forme d'entrepreneuriat où on privilégie un rythme régulier et adapté à ses choix de vie plutôt que de faire du volume. Donc pour vous, quelle est votre définition du slowpreneuriat ? Moi, je repense souvent à une soirée qu'on a passée chez nous où je disais à Karl, on est en retard, il faut absolument qu'on bosse, on a des objectifs à tenir. Et il m'a dit, en fait, il faut surtout qu'on tienne. Pour moi, c'est la définition. Il faut être durable. Il ne faut pas se cramer, en fait. Ouais. Et puis, pour moi, c'est la politique des petits pas. C'est-à-dire qu'on avance, on oublie la peur du grand obstacle qu'il y a devant nous et on avance petit pas par petit pas. Et on a un grand projet, mais on peut faire un grand projet en faisant des petits pas. Et on avance. Et puis après, ça se construit au fur et à mesure. Ça me fait penser à une expression que j'ai entendue aujourd'hui et je pense que c'est l'occasion de la placer. Donc la personne se reconnaîtra, mais c'est graine du riz qui a fait sac du riz. Exactement. Exactement. Donc bon, pour ceux qui parlent pas créole, c'est les graines de riz qui font le sac de riz. Voilà. Ok. Et du coup, ce que je vais dire peut paraître un peu cliché, donc après une expression, je m'apprête à dire quelque chose de cliché, mais il faut apprécier le voyage qu'est l'entrepreneuriat. Parce que la plupart des gens avec qui j'échange, et même quand je pense à mes premières expériences, c'est un trauma en fait. T'as pas d'argent pendant 1 an, tu galères, t'es au chômage, tu pousses. Un beau jour, t'as 5 employés, puis 10, puis 1000, après le million, ou pas d'ailleurs, ou encore plus de millions. Donc quand j'entends parler de ça, même quand j'entends la fin, qui du coup se manifeste par la richesse, qui est quand même une chose appréciable dans une société capitaliste, mais qui n'est pas un objectif de vie, j'insiste dessus. Je me dis, je crois que j'ai même pas envie d'arriver au sommet en fait. Je crois que en fait être à 300 mètres du sommet, ça m'irait très très bien. Et si j'arrive au sommet 5 ans plus tard, c'est bien. Et si j'y arrive pas du tout, tant pis. Bref, je me perds un peu dans mes métaphores, mais j'ai l'impression que le slowpreneuriat, en termes d'idéologie, c'est un peu paradoxal, en fait. Parce que c'est contraire à plein de principes de l'entrepreneuriat. Parce que, je le disais tout à l'heure, donc étant dans une économie capitaliste, on nous pousse au rendement et à la rentabilité à tout prix, en faisant toujours plus gros. Donc ça peut paraître clairement contre nature de se dire je vais prendre mon temps et je vais faire des petits pas.
Ouais, et puis pour nous, enfin complètement d'accord. Puis en plus pour nous, c'est important de se rappeler les victoires en fait, toutes les victoires qu'on a au cours du chemin, et de noter ce qui va bien. Ça paraît simple comme ça, mais noter ce qui va bien, se positionner en apprenant, faire des petits pas, c'est vraiment ce qui nous permet nous d'avoir des satisfactions, d'être content de ce qu'on fait, de remettre en rapport notre passion avec ces petites victoires. Et ça pour nous, ça marche. C'est ça. Et puis même, quand tu penses, l'entrepreneuriat, c'est que régler problème après problème. Donc si tu prends pas de temps pour avoir du recul sur l'ensemble des problèmes que tu as réglés, qui sont des victoires depuis le début, c'est un peu dommage quand même. Complètement. On va passer aux choses à éviter. Donc, quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit des applications mobiles ? Pour moi, c'est éviter les extrêmes. En fait, à mon sens, il faut trouver un juste milieu entre se laisser une marge de progrès, mais aussi proposer un projet qui fonctionne. Oui. Donc, les développeurs nous avaient dit, on parlait d'une fonctionnalité, ils nous disaient, ok, on entend, c'est un super projet, mais laissez-vous une marge de progrès. Ça montrera aussi aux utilisateurs que vous suivez leur utilisation, leurs besoins, leur expérience. Ça m'avait vraiment parlé comme conseil. Je m'étais dit, effectivement, faut pas être dans l'excès de développement. Et donc, se laisser cette marge de progrès, c'est se laisser aussi la possibilité de progresser dans une direction qu'on n'avait pas prévue, mais qui colle à l'utilisateur. Ouais, donc se débarrasser de ses biais, en fait. Oui. Ouais. Mais tout de même, proposer un projet qualitatif, parce que, on le disait, le digital est dans toutes les poches et les utilisateurs sont exigeants. À raison, mais ils sont exigeants. Oui, et puis sur se laisser une marge de progression, quand vous dites ça, je pense aux premières versions d'applications mobiles des réseaux sociaux qui doivent être parmi les applications les plus téléchargées, je pense. Voilà quoi, Instagram au début c'était compliqué quand même. Hein. Complètement. Et je pense que ça fait aussi partie du storytelling de la marque, de dire on est parti de là et avec vous, on a construit ça. Ouais, complètement. C'est pas mal. Il y avait une autre question que j'avais sur la validation au niveau des stores, donc du Play Store et de l'App Store, qui peut être difficile. Très. Donc comment ça s'est passé pour vous ? Franchement, c'est vrai que c'est compliqué, particulièrement chez Apple. En fait, ça prend beaucoup de temps. Il faut ajouter pas mal de précision. Donc nous, on a eu plusieurs refus qui nous ont effrayés. On n'était pas du tout conscients de ça. On ne le savait pas. Donc à plusieurs refus, on s'est dit, attends, c'est quoi le problème avec notre application ? Ouais. En fait, il n'y avait pas de problème vraiment avec l'application. Simplement, les règles d'Apple changent régulièrement. Donc les développeurs ne sont même pas toujours au courant des conditions d'Apple. Et Apple fait des vérifications par l'humain. Contrairement à Google qui fait des vérifications automatisées. Donc tu as plus de chances de passer. Oui, beaucoup plus. Franchement, on l'a vraiment vu. Ok, donc c'est un processus compliqué, mais qui est sécurisant pour l'utilisateur. Oui. Ouais, et puis au début, même les petites mises à jour, c'était difficile à ajouter. Hein. Ok, donc morale de l'histoire, il faut respecter les applications qui sont sur l'App Store. Complètement. Ok, je tiens solennellement à m'excuser auprès de toutes les applications que j'ai ignorées, critiquées, oubliées, parce que je suis une utilisatrice impatiente qui part au bout de 3 secondes. Mais c'est ça, exactement. Et c'est cet utilisateur qu'on veut garder dans sa boca. Hello. Passons à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de créer une application mobile ? La nôtre nous a coûté 50 000. La nôtre. Oh, il est clair, et on en a parlé un peu tout à l'heure, il est clair qu'on peut faire avec moins. C'est possible de créer une app avec moins. On peut mettre plus, mais dans notre cas, et avec notre stratégie, ça a été le prix auquel on est arrivé pour avoir notre MVP. Mais de façon plus précise, nos développeurs... le tarif de nos développeurs, c'est à peu près 70 € l'heure. Oui. 600 la journée. C'est ça, hein, c'est écart les chiffres, donc je vérifie. Et du coup, ça donne une indication, parce que 50 000, c'est très large. Oui. Mais voilà, ça donne une c'est indication très large, un peu plus claire. Mais c'est très opposé à 200 € aussi. Oui. Donc, et c'est le but de cette question. Oui. C'est en fait de comprendre les tarifs
par rapport au niveau d'exigence qui est demandé. Parce que en off, on parlait notamment des applications no-code versus celles qui sont natives, où vous avez, depuis le début du podcast, énuméré un nombre de raisons en fait très justifiables pour lesquelles ça vous a coûté 50 000 €. Donc le fait de proposer une expérience utilisateur aboutie, de vouloir la proposer aussi sur les 2 types d'appareils, parce que vous auriez pu nous faire un truc à la Clubhouse et mettre ça que sur iPhone. Donc je me rends compte que c'est aussi un processus qui prend du temps, qui demande des compétences. J'en profite aussi pour dire qu'un développeur iOS et Android, ça se trouve pas non plus à tous les coins de rue. Donc, ça fait sens. Et merci d'avoir précisé du coup le tarif des prestataires. Donc, on va passer au story. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Je veux juste ajouter le prix d'un site. Le nôtre nous a coûté 3 000 €. Oui, 3 000 €. Parce que je vois souvent passer sur les réseaux des publications disant que un site peut se faire en version pas chère. Je pense oui, en mode tu fais une page Notion. Mais en fait, dans ce genre de pub, ils te disent jamais où est ton site ou ce que ça me fait penser à Wix à ses débuts. Tu vois, c'est pour ça. Bon, maintenant, franchement, ils ont fait des efforts. C'est ça. Non, complètement. Et ça, on connaît peu ces tarifs-là. Oui. Donc, je trouve important de... C'est ça. Après, et donc, du coup, si vous qui nous écoutez, si vous vous demandez à quoi ça ressemble un site à 3 000 €, vous pouvez aller sur... Zaboka. Donc, j'en étais au story time. Quelle est votre meilleure ou pire anecdote avec l'app ? Pour moi, c'est la notification sur l'icône de l'app. Pour nous, c'était une évidence. Tu reçois un message dans la messagerie de l'app, tu as une notification. C'est super dur à coder. Ah bah oui, on l'a découvert. Très très difficile à coder, un travail énorme en fait. Et nous, c'était d'ailleurs ça a été un sujet puisqu'on leur a dit mais attends, on n'a pas de notif. Ah mais vous l'avez pas demandé. La réponse a été vous ne l'avez pas demandé. Ils savaient que ça allait être dur. Du coup, vous n'avez pas demandé, mais ils n'ont pas dit non plus. Exactement. Bon, il y a une notif maintenant. Tout va bien. C'est sûr. Et puis pour moi, c'était un pitch, donc un pitch qu'on a fait une équipe de terrain, les jardins familiaux, en fait, Jaffa, qui s'occupe de la problématique chlordécone, donc qui était importante pour nous, vraiment au tout début du projet. Et donc on s'est présenté là. On était encore une jeune entreprise, et là, un froid glacial. Enfin, vraiment, on présente ce petit projet qui débute, et en fait, c'est seulement après longtemps, c'est un petit 25 minutes, 30 minutes, mais ça a duré une éternité pour moi. Nous, on était persuadés, et on trouve pas d'écho, et donc ça a été dur. Ouais, ça a été compliqué. Le relâchement s'est fait au moment où, cette glace a été brisée, ça a détendu l'atmosphère. Il faut passer par son premier pitch, son premier public pas convaincu pour se rendre compte que c'est ça, sceptique pardon, pour se rendre compte que en fait c'est une mauvaise étape à passer. Après je sais pas si en termes de parole en public aussi c'était l'une des premières fois que vous parliez de l'application. Non, on était face à des gens qui étaient eux convaincus de l'importance du traitement des jardins. Fatigués d'entendre des idées, pas de voir d'action. Franchement, j'allais rejoindre, je peux comprendre le ressenti. Qui sont ces gens qui viennent encore avec une idée qui vont sûrement pas réaliser, on va leur donner du temps sur une problématique chlordécone qui est vitale, et ils vont rien en faire. Non, ça va pas. Et donc pendant une demi-heure, on leur a démontré comment on était positionné, ce qu'on allait faire, et donc ça a fonctionné, hein. Ils nous ont cru, et maintenant on travaille avec eux, on a des retours, on envoie des gens, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, mais les premiers temps, fallait convaincre. Je partage ton ressenti. Je pense que de toute façon, quand on part et qu'on revient, on a ce côté où on a appris tellement de choses, on a vu plein de trucs ailleurs qu'on veut appliquer au pays, et c'est des discussions qui peuvent être compliquées parce que tous les jours il y a des gens qui débarquent et qui disent qu'ils vont faire des choses et qui ne se rendent pas compte de la réalité du terrain et repartent aussitôt. Et je pense que de la part de la population locale, ça crée un sentiment de méfiance. Tu vois, se préserver son temps et se méfier des belles paroles.
C'est ça. Et puis, c'est pas moi dans l'idée de retour, hein, c'est des sujets qui ont souvent été évoqués. Cette idée de retour au pays, c'est pas forcément un retour physique qui dit, ok, le retour au pays a commencé une fois que j'avais mes 2 pieds qui étaient scellés, alors que je suis en Martinique, je suis revenu et je suis là. C'est pas ça. Pour moi, l'idée du retour, c'est plus quelque chose qu'on construit. Ok, comment je peux peser? Comment je peux apporter? Et donc là, quand on va avoir des acteurs comme ça de terrain, il faut en effet leur apporter la démonstration que on est là. Enfin, on sera là. On est là aujourd'hui à discuter de ça. Puis demain, on sera là. Là, on discutait de ça en 2021. On est en 2023, on est toujours là. Avec une application, on est plus grand, on est plus fort. On a des utilisateurs, beaucoup. On a lancé en Martinique. On a 1 mois plus tard lancé en Guadeloupe. On est présent sur l'application. Oui, du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Comment vous pensez que les compétences du digital vont évoluer dans la Caraïbe ? Moi, je suis hyper optimiste sur le digital dans la Caraïbe. Alors, est-ce un biais parce que je communique et je consomme beaucoup de contenu digital caribéen? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense que c'est lié au fait que ça se développe énormément et qu'il y a déjà un certain recul sur le digital. Oui. Du coup, il n'y a pas de place pour les petits projets pas bien pensés, un peu médiocres, entre guillemets. Ça, ouais. Il y a vraiment de la place, mais pour de l'impactant, comme il disait, du digital qui impacte, qui a du sens, qui est un vrai outil. Donc, je suis très optimiste et très curieuse de voir comment ça va évoluer. Je pense que ça va être très, très intéressant. Et pour moi, enfin, l'économie réelle, on parle du digital, hein, vraiment. Et donc, l'économie réelle, elle va rendre indispensable le digital. En fait, pour que cette la transition vers le digital ait lieu, on aura le marketing qui sera essentiel, le marketing qui sera essentiel, et ça permettra de rendre l'outil accessible, en fait. On a vraiment cette relation entre l'économie réelle et le digital, et donc, quand on a des solutions qui se transforment en outils, le digital, il amène cette solution, il amène cette possibilité, cet outil pour aller vers l'économie réelle. Ouais, et je vous remercie pour ces points de vue, puisque du coup, avant vous, j'ai parlé à 2 designers, donc avec Samora pour parler UI, UX, et avec Arnaud sur le design thinking. Et donc, du coup, ils sont vraiment très, je veux dire, ils ont des... ils apportent des ressources, tous les deux, qui sont très pointus sur les usages en Guadeloupe, en fait. Donc, l'usage du digital, l'utilité, avoir des cas d'usage qui sont parlants pour les gens. Et quand tu parles du fait qu'il n'y ait pas forcément de place pour la médiocrité, ça me fait penser à la tentative qui a eu lieu tellement de fois, de l'application de livraison de bouffe, en fait. Mais qui n'a jamais pris. Parce que du coup, ça marche que dans des zones industrielles ou dans des, dans des trucs un peu standards, en fait, et qui ne répondent pas aux problématiques locales, qui est que, pas chez moi, mais je crois que la rue de ma mère n'a pas de nom, en fait. Et je lui en parlais, parce que j'ai domicilié mon entreprise là-bas, donc je lui ai dit, on fait comment, tu vois. Et elle m'a dit le facteur C. J'ai dit, s'il n'y a plus de facteur, elle m'a dit, il saura pas. Et du coup, c'est compliqué. Et donc, en fait, je me disais, mais même si j'ai envie de me faire livrer, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle? Est-ce que je commande sur cette application ou est-ce que j'y vais? L'application, c'est en dernier lieu parce que la flemme d'écouter la flemme de détailler le manguier qu'il y a à côté de chez moi, le chemin et le panneau pour que le gars qui m'appelle et qui me dise ouais, je trouve pas, machin. Non. Appeler, expliquer ces informations au téléphone, ça me paraît plus facile que de le faire que sur une application. Donc, ce serait la deuxième option. Mais dans les faits, je pense que c'est plus simple d'aller chercher ma bouffe. Et ça prendra moins de temps. Parce que du coup, c'est des produits qui n'ont pas forcément d'historique en Guadeloupe. Donc, en fait, j'ai peur. Je me dis, mais je vais commander ça. Mais s'il faut, ils vont pas recevoir ma commande. S'il faut, je saurai pas quand est-ce que je vais recevoir ma bouffe, en fait. Donc, factuellement, c'est plus simple de monter dans ma voiture et d'aller chercher. Et je trouve que, en fait, les personnes qui sont porteurs de projets innovants ne se rendent pas toujours compte de ça. Oui, et clairement, enfin, nous on l'a vu, hein, l'idée, c'est la problématique de géolocalisation, oui. Ça a été une donnée, puisque tous les lots sont géolocalisés, et donc il a fallu aller sur ce domaine-là. Et donc, aujourd'hui, on discute avec nos développeurs de choses qui
qui ne comprennent pas ou ne voient pas. C'est-à-dire que là, on revient le besoin, on connaît le besoin. On veut aller là, sur ce point-là, mais il n'y a pas d'adresse. Non, c'est pas la question. On veut aller là, sur ce point-là. Le lot, il est sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce point-là soit dans l'application? Et donc, on a là le besoin, et il faut imaginer une solution qui n'a pas toujours été imaginée pour la Martinique. Là, on est vraiment, la Martinique, la Guadeloupe, on est vraiment sur ça. Le facteur c'est. Le facteur, il est au courant. Il sait où c'est. Il connaît, il sait, c'est un quartier, il sait qui est dans ce quartier. Donc, vraiment, ça, c'est des choses que, quand on réfléchit pour un endroit, on réfléchit aux besoins, ça, c'est des choses qui nous parlent et qui nous touchent. Ok. Dernière question, du coup. Comment vous comptez faciliter l'usage de l'application pour celles qui ont moins accès au digital? Je pense aux personnes âgées, notamment, ou ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un smartphone. C'était un des défis majeurs de l'app, effectivement. Notamment parce que les personnes âgées ont des jardins. Oui. Et des jardins abondants. C'est grave, eux qui font ça. C'est ça, exactement. Donc, clairement, on voulait une app qui soit simple d'utilisation, assez facile d'accès, mais on cherche encore à simplifier, encore à améliorer pour que cette expérience soit vraiment aisée. Et on a mis en place quelques outils pour pouvoir vraiment communiquer simplement avec eux. Ouais, et puis on a créé une communauté WhatsApp pour permettre permettre ces échanges-là. Et puis, on a voulu l'utilisation d'une plateforme déjà connue, déjà appréciée. Et en fait, on a des ambassadeurs, des gens qui kiffent le projet, qui nous aident et qui prennent le temps et qui font passer le projet de main en main, qui prennent le temps d'expliquer et qui partagent au travers de WhatsApp. Et vraiment, c'est même comme ça qu'est né le concept des réunions à Bocantage. Ouais. J'adore. Vous pouvez expliquer un petit peu le concept? Oui, les réunions à Bocantage, c'est à l'ancienne, vraiment, les réunions où on était dimanche, on mange, et puis on partage, on échange sur la vie, sur ce qui se passe dans le quartier, voilà, on partage. Et ben là, on s'est dit, avec le thème de l'application Zaboka, on vient partager sur ce qu'on a, sur les plantes, on échange au travers de l'application, mais on partage, on croise les savoirs, on fait une petite photo, on dit ce que c'est, on dit ce qu'on fait avec, et voilà, on échange au travers du site. Donc Zaboka, c'est vraiment une application qui est inscrite dans les traditions, les coutumes et les habitudes aux Antilles. Tout à fait, vraiment. Ok, merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment top. Donc comme d'habitude, le petit récap avant de se quitter. Donc Zaboka, c'est l'application à télécharger pour échanger les fruits et légumes que tu as en trop dans ton jardin, disponible pour l'instant en Martinique et en Guadeloupe, mais accessible à la diaspora qui a faim. Voilà. Créer une application n'est pas une tâche facile. Kelly, Karl et Sophie ont d'abord collaboré pour déterminer des valeurs et une identité de marque solide. Ce sont des étapes qui sont très importantes pour avoir une vision commune et être autonome par la suite. Et elles ont fait le choix de déléguer. C'est ce que je recommande à 100% dans le cas de compétences techniques. Oui, on peut certes tout apprendre, mais est-ce que tu as le temps, l'envie et la volonté de le faire? Et même, j'ai envie de rajouter, est-ce que tu as le talent, en fait? Si la réponse est non, mets 30 à 50 cas de côté et délègue à des personnes dont c'est le métier, c'est beaucoup mieux. Tu auras un produit de qualité, un support à ta dispo lors du lancement, ce qui est très important. Quand on travaille avec des prestataires, on peut se dire, le tout c'est d'avoir mon produit fini. Ouais, mais et s'il y a un problème, en fait? T'as bien envie qu'il soit là, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on distingue les bons prestataires des mauvais, j'ai envie de dire. Et bien sûr, bénéficier du retour d'expérience d'experts et d'expertes. C'est la 10e fois de leur vie qu'ils font ça, ils savent ce qu'ils font. Autre point très important, tes utilisateurs. Après tout, c'est pour eux que tu fais tout ça. Comme la team Zaboka choisit un outil inscrit dans leur quotidien pour faciliter les feedbacks, par exemple WhatsApp. L'outil de collecte d'avis n'est pas le même que celui pour attribuer et gérer tes tâches. Donc encore une fois, il faut garder sa cible en tête. Tes utilisateurs ont besoin de te communiquer un feedback facilement. WhatsApp, Messenger, c'est tout à fait adapté. Les développeurs, par contre, ils ont besoin d'instructions claires pour agir rapidement, potentiellement des sous-tâches, des fichiers, des captures d'écran associées. Donc pour ça, un outil de gestion de tâches comme Asana ou Trello, c'est quand même mieux. Donc, pour en revenir à tes utilisateurs, il faudra leur parler encore et encore et encore. Et surtout, ne prendre aucun retour personnellement.
parce qu'il y en aura beaucoup. Et plus tu avances, plus tu gagnes en notoriété, je trouve, moins les gens sont polis. C'est un autre sujet. Enfin, ce que je retiens dans le lancement de l'application Zaboka, c'est que pour lancer une application, il faudra t'armer de patience et bien t'entourer pour tenir la distance. Des personnes donc en qui tu as confiance, des experts dans leur domaine et bien sûr, encore une fois, les utilisateurs. Est-ce que c'est OK ? C'est parfait. Super. Double K, merci d'avoir accepté cette invitation. Qui aimeriez-vous voir passer dans le podcast ? Allez, un chacun. Moi, j'aimerais beaucoup entendre Annie-Claude et Lynn qui ont créé l'app de vente de seconde main, le Vinted Kisauni, le Vinted antillais. Et moi, en fait, j'aimerais bien entendre parler de Web3, côté technique. D'accord. En fait, le Web3 dans les Antilles plus particulièrement. Mais j'ai personne en tête pour parler de ça. Donc, si t'as des idées... Là, je pense que tu as lancé l'appel. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Mais ça sera sûrement pour la saison 2. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Partout, avec les mots Zaboka App. Ok. Merci Zaboka. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, avoir des renseignements, donner ton avis, dire que tu es pas content, je sais pas, envoie-moi un DM @sauce-digital au pluriel sur Instagram. Et toutes les informations de contact de la team Zaboka, les outils évoqués et aussi les personnes seront dans la description de l'épisode. N'oublie pas, si tu as aimé, tu peux me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À bientôt. Bye. Bye.